Alors, bonjour à tous, Pascal Mélin, je suis le président des SOS Hépatite Fédération nationale. Je remercie tout le monde pour cet accueil pour notre 26e forum national qui exceptionnellement sera sur une journée et uniquement en distanciel, qui est une première pour nous. J'ai l'habitude de chercher un mantra, un mot qui résume notre forum. Cette année, je vous propose de rejoindre toutes les interventions avec le titre nous entrons dans une insécurité pathologique. Je pense effectivement qu'on est actuellement, on rentre dans un temps d'insécurité pathologique. Alors j'ai envie de dire de façon humoristique que cette insécurité-là, elle se trouve dans l'actualité, puisque vous avez vu hier par exemple qu'on était dans la journée mondiale des toilettes. Et on ne répétera pas assez que l'insécurité pathologique, c'est l'accès aux toilettes. 100 000 personnes en France sont encore privées d'accès aux toilettes. Quasiment la moitié de la population mondiale n'a pas accès aux toilettes. Et à chaque fois qu'il y a des accès à l'hygiène qui sont difficiles, c'est des épidémies d'hépatite A et d'hépatite E qui sont derrière. Donc, lutter contre l'accès aux toilettes, c'est aussi une des actions des SOS Hépatite et de réfléchir à ces deux grandes épidémies d'hépatite A et d'hépatite E qui sont la maladie plus transmissible que la B et la C quand on les rassemble. Et puis, de l'autre côté, on est coincé avec la journée du Beaujolais nouveau, qui était aussi une forme d'insécurité pathologique. On a aussi une insécurité dans la prise en charge. Aujourd'hui, pour les malades, l'explosion des maladies hépatiques et l'insuffisance de bras et du nombre des pathologiques amènent des insécurités aussi de financement. Au niveau de l'OMS, on voit bien les rétractations financières qu'il y a pu y avoir et comment il faut faire des choix et qui sont faits malheureusement en sacrifiant la lutte contre les virus, l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, mais aussi le palu. Insécurité dans les financements des pôles et des réseaux, une fragilité, y compris pour nous dans le monde associatif, bien sûr, avec les difficultés que rencontre SOS Hépatite, et on ne va pas s'en cacher, mais on est toujours là, et je tiens à remercier les gens qui nous ont soutenus avec l'Agence nationale de recherche sur le sida, les hépatites virales, la NRS, le ministère de la Santé, la Direction générale, mais aussi l'industrie pharmaceutique, AbbVie, Ecosens, Gilead, GSK, Madrigal, Novo Nordisk. Et on a des nouveaux partenaires qui nous rejoignent, ce qui nous fait très plaisir. Euh, on a aussi une insécurité dans l'accès à la vaccination. On n'en parlera pas ici, mais c'est un sujet qui nous préoccupe au quotidien. Et puis, je vais juste me taire en disant que depuis, c'est passé sous silence, mais depuis le 11 novembre, SOS Hépatite est rentré dans sa 29e année. L'année prochaine, le 11 novembre 2026, SOS Hépatite a 30 ans. On n'imagine pas ne pas être là. On sera encore là pour le forum. On le fera en présentiel et ce sera une grande fête et un grand retour sur j'espère, les 30 ans de travail et ce que SOS a pu apporter dans le paysage hépatologique français. Alors, on va lancer le premier tour de table où on l'a voulu sur la problématique de l'élimination des hépatites virales pour 2030, comme l'a souhaité l'OMS. La France est en difficulté. On a invité 4 personnes à nous rejoindre. Euh, Anaïs Vallée-Vichard, qui est hépatologue à Cochin et qui est présidente de la Fédération nationale des pôles et des réseaux. Isabelle Rosa, qui est hépatologue aussi, mais qui est présidente de la Société nationale française de gastroentérologie et qui maille le territoire, bien sûr. André Jean-Rémy aussi, pour l'Association nationale des hépatogastroentérologues. Et puis Yazdan Panam, qui est donc le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table très rapidement pour vous présenter chacun et dire si vous, globalement, en quelques mots, vous êtes d'accord avec cette difficulté d'élimination, d'objectif d'élimination pour 2030. Puis on laissera la parole à Yazdan Panam qui doit nous quitter pour 9h30 et on reviendra dans un second temps où chacun de nos trois intervenants pourra prendre plus de temps et faire une présentation pour nous donner ses pistes pour arriver à cette élimination où nous, à SOS Hépatite, on est persuadé qu'on ne pourra obtenir cette élimination qu'en travaillant tous ensemble. Et bien sûr que c'est les malades qui doivent être aux premières lignes de cette dynamique du travailler ensemble. Merci beaucoup. Je te donne la parole à Anaïs pour te présenter. Merci. Bonjour, moi je suis Anaïs Vallée-Pichard, je suis médecin praticien hospitalier à l'hôpital Cochin, je suis responsable du SELV de Cochin et également comme l'a dit Pascal, présidente de la FPRH depuis octobre 2024. Et on s'attache à essayer d'aider
à l'élimination, d'apporter notre petite pierre à l'élimination pour 2030, puisqu'on a raté 2025. Bon, bah, bonjour, moi je suis Isabelle Rosa, donc je suis praticien hospitalier, chef de service à l'intercommunal de Créteil. Effectivement, je suis présidente de la SNFGE pour cette année. Le dépistage et la prévention dans les hépatites virales, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur. J'ai essayé à mon niveau de pas mal travailler, notamment avec les migrants et avec la PAS, pour essayer de traiter les patients pour l'hépatite C, prévenir pour l'hépatite B. Voilà, donc effectivement, je partage tout à fait euh, les interrogations de Pascal. Juste pour dire qu'on revient, notamment avec André Jean de la SLD, et que l'ambiance là-bas n'est pas au beau fixe, hein. Et puis notamment avec toutes les restrictions qui ont été faites sur la vaccination contre l'hépatite B. Et il y a eu des petites pancartes, hein, quand même de manifestants contre le projet de Mister Kennedy. Donc, bon, à voir. Mais c'est vrai que le climat international n'aide pas franchement. Et finalement, on n'est peut-être pas top top en France, mais comparé aux autres pays du monde, je pense qu'on n'est pas si mal. Bon, on en parlera tout à l'heure, j'espère, dans le tour de table. Voilà. Bonjour, donc Jean-Rémy, je suis praticien hospitalier à Perpignan, responsable du service expert de Perpignan. Et là, je suis ici invité par SOS, que je remercie en tant que président de la NGH. Donc, c'est l'association des gastro-entérologues des hôpitaux généraux, c'est-à-dire non universitaires. Effectivement, comme Isabelle, la prise en charge des hépatites virales, ça a toujours été un de mes topics préférés, et notamment via l'équipe mobile hépatite. Et l'ambiance 2030, je ne suis pas certain qu'on y arrive. On va être optimiste, mais il faut qu'on ait effectivement dans ce climat d'instabilité politique, économique et tout ce que vous voudrez. Je voudrais juste pour rappeler que, pour avoir fait le compte récemment, sur les 40 dernières années, on a eu 30 ministres de la Santé. Donc ça s'est accéléré, donc il faut espérer que la ministre actuelle reste au-delà d'un trimestre. Donc on sait que les plans qui ont été annoncés, ben, c'était quand la ministre est restée au moins 2 ans, voire 5 ans comme certaines. Donc, on va essayer de rester optimiste, mais il y a du travail encore. Merci. Parce que c'est à moi, c'est bien à Eh moi. ben, du coup, c'est à toi, Yazan. Tu vois, on te fait un. Le C'est tapis rouge est à toi. Merci beaucoup. Alors, premièrement, je vous remercie pour votre invitation. C'est toujours un grand plaisir. Deuxièmement, ça me fait plaisir de voir des collègues ici présents. Isabelle, Anaïs, que je connais moins, et André Jean, que je connais depuis 25 ans, mais je crois que ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Euh, parce qu'on a travaillé à une expertise collective sur l'hépatite ensemble, et donc sur les hépatites, et ça me fait plaisir qu'on se voit. Alors, bon, vous savez que la première chose, c'est que la NRS, maladie infectieuse émergente, malgré des mouvements successifs d'ouverture, d'abord vers la tuberculose, les IST, ensuite, depuis les crises Covid, vers les maladies infectieuses émergentes, a toujours été et restera très impliquée dans la lutte contre les hépatites virales. D'ailleurs, SOS Hépatite fait partie de notre gouvernance, au niveau de notre conseil d'orientation, au niveau aussi de notre conseil scientifique international. Et pour nous, les hépatites virales sont très importantes. Et il faut rappeler, si on dézoome un peu, on regarde dans le monde, euh, les morts liées aux hépatites ont dépassé les morts liées au VIH dans le monde, les hépatites virales. Et donc, c'est important de le rappeler, et c'est important de continuer le combat autour de cette épidémie. Deuxièmement, l'implication des associations de patients, des communautés est très important pour nous, et je vous ai dit l'importance de ce que vous avez dans nos instances.
Après, donc nous, à différents niveaux, au niveau de la NRS, c'est une agence d'animation, de coordination et de financement de la recherche. C'est un modèle très particulier sur des thématiques assez ciblées. Notre objectif, c'est vraiment de combattre pour garder, et je dirais qu'avec l'intégration de maladies infectieuses émergentes, probablement bientôt l'antibiotiques-résistance, on reste sur l'épidémie et je pense que notamment, et encore plus pour les crises, on a besoin d'un pilotage scientifique, d'où l'importance de l'ANRS. Alors, première chose que Isabelle a commencé à parler avant d'arriver à votre sujet, c'est un moment compliqué pour tout le monde un peu, en termes de financement, bien sûr aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, de manière globale. Je ne sais pas si vous avez vu la tribune des anciens ministres de la Santé sur les ARS qui sont un peu attaqués en ce moment. Moi, personnellement, je pense que dans cette ambiance-là, où je ne connais pas comme vous, qu'est-ce qui va se passer, il faut qu'on garde notre posture positive et de combat. Et il faut absolument que les objectifs qu'on a déterminés, il faut s'en tenir. Il faut être plutôt positif que dans la plainte et dans le combat offensif que dans la défense. Je pense que c'est très important. Oui, c'est assez compliqué, mais des objectifs qu'on a comme l'élimination de l'hépatite C, je ne suis pas sûr qu'il faut les mettre en cause. Il faut les garder. Bien sûr, d'ici 2030, c'est difficile, mais je pense que les objectifs ambitieux, je l'ai dit il y a quelques jours parce qu'il y avait une réunion à l'ARS, et je reviendrai là-dessus sur l'élimination de transmission de VIH, je l'ai dit, les objectifs nous permettent en fait quelque part, des objectifs ambitieux tels que celle-ci, nous permet d'être plus ambitieux en termes de ce qu'on fait. Et c'est important de les avoir, quel que soit le contexte, pour y arriver. Alors, c'est sûr que, par contre, là, on n'est pas en avance. Hein. Mais je pense qu'on a encore 5 ans, et si d'ici là, au moins, on peut avoir, même si on n'arrivera pas, même si on n'arrivera pas à éliminer, si on arrive à montrer une tendance très positive, c'est déjà très encourageant. Je reviendrai un peu sur ce que fait la NRS, mais je pense aussi qu'il est important de ne pas avoir uniquement une vision française. On est dans un monde global. Et je vous ai dit que les morts liées à aux hépatites virales en général, ont dépassé les morts liées au VIH. Et l'OMS fait de ça un slogan. Et je pense qu'il faut qu'on ait une vision globale, déjà une vision européenne qui, pour moi, c'est vraiment extrêmement important, y compris en termes de financement. Parce que je pense qu'on ne va pas assez vers les financements européens et on ne parle pas assez à la Commission, alors que c'est un endroit où il y a, de l'argent, et deux, je pense quand même que c'est un peu l'avenir. Donc ça aussi, je pense qu'en termes de stratégie, c'est très important. Donc, pour résumer cette première partie, c'est il faut avoir des objectifs, même si on n'arrive pas à les atteindre toujours, mais ça nous permet de se rapprocher de but. 2, dans l'ambiance actuelle, surtout avoir une posture plutôt offensive et positive. Et 3, avoir une vision pas franco-française, mais plus globale et surtout européenne. Alors, à la NRS,
on vient d'avoir les conseils scientifiques pour évaluer les projets soumis. C'est sûr qu'il y a eu un switch de l'hépatite C vers l'hépatite B et D, voire E. On a à peu près le même nombre de projets soumis qu'avant. Par contre, c'est vraiment un shift vers l'hépatite B et D, ce qui est assez normal, et très peu d'hépatite C. Alors, là, je suis là pour parler de l'hépatite C et l'élimination de l'hépatite C, mais ça, c'est la première chose que je voulais dire. On n'a pas baissé les financements, notamment on a fait 2 gros projets. Un, sur la cohorte d'hépatite B, ça veut dire hépatère a été transformé en hépatère, hépatite B, mais financé par l'agence. Et deuxièmement, on a lancé un grand projet sur la transmission mère-enfant d'hépatite B, pas en France, hein, mais euh, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique subsaharienne, parce que franchement, aujourd'hui, ce n'est pas possible de voir autant de transmission mère-enfant alors qu'on a tous les outils pour lutter contre. Pour l'élimination, bien sûr, là, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut mettre en place, c'est l'implémentation. C'est la science de l'implémentation. Ça a été commencé à évoquer par Anaïs, je pense, ou Isabelle, mais le dépistage, le lien avec le système de soins, le traitement, euh, et c'est beaucoup de l'opérationnel, mais pour moi, ça reste vraiment aussi comme un sujet de recherche. Il y a 2 ans à l'AFEF, on avait fait notre symposium là-dessus. Je sais que Bruno Brunovic, en fait, il travaille là-dessus. On voulait vraiment d'essayer de lancer une espèce de task force autour de l'élimination en unissant tout le monde. C'est beaucoup de l'opérationnel, mais je pense qu'il reste des actions sur la recherche. On a fait ça, on vient de faire ça autour de VIH en Île-de-France. Je ne sais pas si vous savez. Alors, bon, le VIH, c'est un peu particulier parce que la plupart des patients VIH en France, il y a une forte proportion en Île-de-France, et d'autre part, on veut faire l'exemple de l'Île-de-France, de ce qui va se passer ailleurs, et les autres le regardent. Bon, ça se trouve que la personne qui a repris un peu euh, euh, le département VIH et hépatite, c'est quelqu'un qui s'occupait des hépatites à l'OMS et qui a rejoint Île-de-France. Et je lui ai dit qu'en plus, bien sûr, de tout l'écosystème des hépatologues des associations et SOS Hépatite en particulier, il faut peut-être mettre les ARS qui sont en danger, certes, autour de la table pour essayer vraiment de mettre en place un task force pour essayer. Deuxièmement, il faut avoir des chiffres plus solides, parce que la première chose à faire, c'est aussi d'avoir des chiffres plus solides. L'importance de Santé publique France et qui soit autour de la table. Et ensuite, à mon avis, il faut qu'on ait une vision européenne. Il faut qu'on porte ça au niveau européen et il ne faut pas qu'on soit uniquement national. Et je pense que ça, c'est un autre truc qu'il faut vraiment qu'on fasse ensemble et d'avoir un leadership européen. Je crois qu'Isabelle a dit que finalement la France n'était pas si mal que ça. Mais il faut aussi que la France rejoue un peu le rôle de moteur. Et, et, et après, bon, à moindre niveau, hein, mais je pense aussi au niveau global, la NRS, je sais pas si vous savez, a des projets d'élimination d'hépatite C au Cameroun et au Cambodge, les projets de recherche, notamment un projet au Cameroun
pour l'accès au traitement de l'hépatite C, qui compare une stratégie simplifiée de dépistage de traitement à une stratégie standard. L'idée d'essayer de trouver des stratégies, mais qui peut s'appliquer aussi en France, où il y a une population migrante qui est touchée. Donc, il y a encore de la place pour la recherche. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire dans d'autres pays, peut-être moins en France, mais il faut qu'on le fasse ensemble. Et voilà, à mon avis, ça manque. Il faut qu'on soit tous unis, surtout dans les moments difficiles comme aujourd'hui. Ça, c'est hyper important. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Euh, il faut que les forces de santé publique soient avec nous. Et, 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 et surtout, il faut qu'on montre qu'on peut le faire, parce que je pense que franchement, on peut le faire. Et encore une fois, je souligne ça, mais à mon avis, la posture européenne aussi est hyper importante si on veut réussir. Voilà un peu, moi, ce que je voulais vous dire ce matin, mais l'appel avant tout, c'est parce que on a essayé, mais j'ai l'impression que c'est toujours pas le cas. On n'est pas unis. Et dans les moments comme ça, il faut absolument qu'on soit toutes les forces doivent être ensemble et ramer dans la même direction. Euh, voilà, je vous remercie euh, et je reste quand même un peu avec vous, hein, Pascal. Merci. Merci Yazdan. Avant de redonner la parole à Anaïs, je rebondis et je synthétise un petit peu ce que tu nous as dit. Oui, donc pour moi, j'entends une validation de notre concept d'insécurité pathologique, tant sur le terrain que sur les financements et sur cette volonté. Euh, la vision, elle ne peut être que mondiale. Nous devons avoir une vision européenne et SOS Hépatite s'est impliqué depuis 20 ans. On a été à l'origine de la création d'un collectif interassociatif des associations de malades du foie au niveau européen. Et tu nous légitimes complètement dans cette dynamique qui est bien compliquée parce que on voit bien que les législations, les plans nationaux sont complètement différents d'un pays à l'autre. Et nous, il faut qu'on arrive à porter une voie commune. Et si la NRS peut nous aider dans ces deux objectifs-là, et si on peut avoir cette dynamique et impulser cette dynamique d'élimination et de contrôle européen, je pense que voilà, on n'a pas d'autre solution que cette mondialisation de la lutte. Alors, pour y arriver pour 2030, même si ça promet d'être difficile, comment tu vois les choses, Anaïs, et qu'est-ce que, sur le terrain, de ton point de vision, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Merci beaucoup. Juste pour le déroulé de la session, on avait pensé plutôt qu'André Jean commencerait avec ses diapos, Isabelle puis moi. Moi, il n'y a aucun souci, si André Jean est partant. C'était un peu plus logique. Donc, si Eh ben, André Jean, tu veux démarrer, Oui, il n'y a pas de souci. commencer le bal. Voilà, Et juste on a fait ça de façon plus, à dire, historique. Alors, si on veut bien me passer mes diapos. Voilà, donc on est avec Isabelle donc, et Anaïs, on s'est réparti le travail. Donc, que fait la France? Moi, je vais vous faire un peu d'historique. Diapo suivante. C'est moi qui fais passer. Voilà, voilà. Donc, la question était, lorsqu'il a été évoqué l'élimination de l'hépatite chronique virale C, la date est fixée à 2030 par l'Organisation mondiale de la santé et la France avait voulu faire mieux en annonçant 2025. Diapo suivante. Et donc, pour les plus anciens, donc en 2018, ça c'est Édouard Philippe pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, Premier ministre de l'époque, lors d'un comité interministériel, avait développé un projet de santé publique dont la priorité était prévention et de rester en bonne santé tout au long de sa vie. À l'époque, l'hépatite C était très tendance, puisque, diapo suivante, on avait eu le diapo suivante.
on avait eu le droit donc à une- un chapitre réservé à l'hépatite C, avec comme argumentaire que l'opportunité s'était ouverte en 2014 du traitement d'hépatite C par les antiviraux directs. Et donc, l'objectif de cette priorité 15, c'était d'augmenter le nombre de patients dépistés et le nombre de patients traités, diapo suivante, d'intensifier les actions de prévention, de dépistage à destination des publics les plus exposés pour contribuer à l'élimination du virus de l'hépatite C à l'horizon 2025. C'était vraiment un focus fait sur l'hépatite C, diapo suivante. Voilà. 3 actions avaient été proposées. Renforcer l'accessibilité au traitement de l'hépatite C par l'ouverture à de nouveaux prescripteurs en favorisant les réseaux ville-hôpital. Renforcer le dépistage de proximité par TROD par une approche combinée sur les 3 virus hématogènes. Renforcer la prévention par des actions innovantes d'aller vers pour toucher les publics prioritaires et ceux qui sont éloignés du système de santé. Diapo suivante. Donc, les choses ont été mises en place de façon progressive. Donc en 2017, l'accès universel au traitement contre l'hépatite C, il n'y avait plus de règles de fibrose. Comme vous le savez, au début, on a traité que les patients cirrhotiques, puis les patients usagers de drogue pour lutter contre la contamination. Mais depuis 2017, tout patient ayant un ARN positif peut être traité. En 2018, c'était la disponibilité en pharmacie officinale. Diapo suivante. Et ensuite l'ouverture de la prescription en 2019 à l'ensemble des médecins, quelle que soit leur spécialité, aussi bien, notamment ce qui était ciblé, c'était les médecins addictologues, les médecins psychiatres, et en fait tout patient prenant en charge des patients ayant une sérologie positive, une sérologie et surtout un ARN positif. Donc, qu'est-ce que c'est que l'élimination en fait? L'élimination, c'est pas zéro, c'est une diminution de 90% des nouvelles infections, une réduction de la mortalité de 65%. Et donc, le plan de prévention de ce gouvernement de l'époque, obtenir une élimination rapide de l'infection par le VHC, si possible, avant 2025. Voilà, je vais passer la parole à Isabelle. Ton micro. Alors là, est-ce que le son est rétabli? Alors, est-ce que je peux partager moi mes diapos ou pas? Oui, non. D'accord. Alors, je vais essayer de faire ça tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, partager. Alors, j'ai des petits soucis pour partager mon écran. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me met un truc de confidentialité de sécurité. Donc, alors attends, comment est-ce qu'on peut faire? Sinon, je peux peut-être envoyer les diapos sur direction SOS Hépatite et puis vous l'ouvrez? Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Ça me C'est paraît une bonne parfait. idée. Elif, Ouais, tu ce peux serait nous pas mal, dire hein? si ça passe? J'y vais tout de suite.
C'est parti. Céline, tu peux nous dire si la réception se passe et si ça va pouvoir s'organiser? Sinon, tu peux commencer, Isabelle, et puis le diapo va venir dans la Ouais, foulée, si ça te tout va. à fait. Tout à fait, tout à fait. Je ferme ça, me remets sur mes diapos. Voilà. Donc, en fait, bah, l'idée, c'était de regarder un petit peu les progrès qui avaient été faits depuis effectivement 2014 et depuis les recommandations. Donc, sur les indications du dépistage, on était parti sur les personnes évidemment qui étaient à haut risque au départ d'hépatite virale et j'ai axé mon topo plus sur l'hépatite C et un tout petit peu sur l'hépatite B parce qu'on a moins de données. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour tout ce qui est transfusion, risque nosocomial, etc., l'objectif a été globalement atteint en termes de dépistage. En revanche, pour tout ce qui est, disons, transmission par voie intraveineuse des usagers de drogue, là, on a été pas mauvais, mais on n'a pas été encore complètement bon à 100%, avec un taux de réinfection qui reste quand même assez mineur, hein, qui est de moins de 5%. On parlait tout à l'heure des États-Unis. Aux États-Unis, ils en sont encore à plus de patients contaminés par an que de patients traités. Donc, on n'est pas du tout dans la même problématique en France, puisque la France a été un des précurseurs, notamment des pionniers en Europe pour le dépistage et notamment la mise en place de tout le matériel stérile pour injection. Donc, si on regarde un petit peu mieux, on peut effectivement se poser la question de l'objectif atteint puisqu'il reste toujours les populations précaires, les populations qui sont en dehors du soin. Et finalement, tout ça relève de la micro-élimination plus que d'un objectif, disons, institutionnel. Alors, les usagers de drogue et le VHC, ça c'est sûr que bon, bah, vous connaissez les chiffres. Et puis, vous voyez que le taux de réinfection, finalement, il n'est pas si élevé en France et ni en Europe. Donc, les mesures qui avaient été prises en place en France, c'était de renforcer l'accès au traitement avec l'ouverture du parcours simplifié. Ça, je pense que c'est assez bien passé dans les mœurs de renforcer le dépistage avec les allées verts, avec l'utilisation des TROD. Et puis, le but était de traiter 120 000 patients entre 2014 et 2022 et l'objectif a été à peu près atteint. Le problème, c'est depuis 2023 et la courbe qui s'est carrément cassée en termes de nouveaux traitements. Alors, je vous ai mis ici un article. Alors, je ne sais pas si vous avez accès au diapo là. Pas Vous encore, avez- Pas malheureusement. encore. Alors, c'est vraiment dommage parce que c'est un article qui est paru dans Hepatology cette année et qui a été fait par une Roumaine hein, qui travaille pas mal pour la WHO et qui est très bien. Mais alors, j'ai appris des trucs, j'ai appris qu'on faisait en France des trucs incroyables. Et notamment, en fait, elle a regardé l'élimination globale de l'hépatite C, quels étaient les challenges, les opportunités et l'expérience en vie réelle en Europe et aux États-Unis. Et il y avait un chapitre écrit sur la France et notamment sur le fait que, alors je vous lis texto, la France a réalisé des progrès considérables vers l'élimination du VHC grâce à une planification nationale globale et à un engagement soutenu en matière de santé publique. Bon, bah, ça, donc, on est content, hein, on l'a appris. Finalement, en fait, ça repose sur des vieilles données, hein, qui sont les données de 2019, avec une prévalence du VHC qui était à 0,29%, ce qui correspondait donc évidemment aux 140 000 patients à traiter. 34% seulement étaient des UDI, des usagers de drogue. Et j'ai appris dans l'article que donc on faisait un dépistage universel du VHC pour tous les adultes. Bon, ce qui est assez pas mal parce que, encore une fois, ça met en parallèle euh, ce qui est affiché et ce qui est réellement fait. Et ce qui est affiché, c'est en fait ce que la FEF avait proposé, mais ce qui jamais n'a été retenu par l'HAS puisque le dépistage universel de l'hépatite C, on ne l'a pas eu. Et quand vous voyez dans les papiers internationaux, on est censé le faire. Donc c'est assez amusant. Quand on continue un peu l'article, le reste c'est un petit peu on va dire qu'on est vraiment très bien puisque les personnes incarcérées sont systématiquement testées à leur arrivée pendant leur détention. Ah bon?
Elles peuvent recevoir des traitements en prison et peuvent se voir proposer une coordination de soins après leur libération. Ça, je pense qu'on n'est pas trop mauvais et pour connaître suffisamment les gens qui vont en prison et qui s'investissent dans le milieu carcéral, c'est correctement fait. Après, autant le dépistage à l'arrivée, il est proposé, autant le redépistage pendant la détention ou à la sortie. André-Jean, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais ça n'est pas passé du tout dans les pratiques. Euh, pour le personnel psychiatrique, pour les malades psychiatriques et atteints de santé mentale, on est censé aussi avoir tout mis en place. Et donc, on a un accès quasi universel aux antiviraux, avec plus de 97 000 traitements initiés depuis 2014, ce qui couvre 81% de la population éligible. Donc, en fait, finalement, dans ce papier, on est franchement pas trop mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder comme constat finalement quand on regarde un peu plus près de ce qui se passe vraiment en France? C'est que le constat numéro un, c'est que l'ouverture des prescriptions aux médecins généralistes et à la ville, les résultats sont très mitigés, hein. Le décret, comme vous l'a dit André-Jean, il est paru depuis 2019. Et quand on regarde effectivement ce qui se passe, globalement, eh bien, la répartition des primo-prescriptions d'antiviraux en France selon le secteur d'activité à fin 2022, eh bien, 70% des cas, c'est les médecins hospitaliers qui prescrivent et c'est une minorité de médecins généralistes qui se sont appropriés la prescription. Et les spécialistes qui exercent en milieu libéral ne sont pas appropriés plus que ça, c'est-à-dire qu'on est à peu près une vingtaine de pourcents pour les médecins spécialistes, donc les hépatogastro, et moins de 5% pour les médecins généralistes qui exercent en libéral. Et ces 5%, ce sont des généralistes qui sont particulièrement impliqués dans la prise en charge, notamment des usagers de drogue, dans l'Hexapal et Carude. Bon, c'est déjà pas mal, mais franchement, c'est pas aussi joli que ce qu'on attendait. Le constat numéro 2, c'est qu'effectivement, on est loin des 140 000 traitements, puisqu'on est à peu près à 90 000 traitements. Donc, il reste du boulot à faire. Et c'est vrai que dans notre pratique générale, moi, ces dernières années, on est à 15-20 traitements initiés par an, pas plus. Et c'est du dépistage qui vient de services hospitaliers, qui vient très peu de la ville et qui vient un petit peu de la passe. Donc, c'est un petit peu mitigé. Isabelle, on n'a pas reçu ton diapo, hein. Ah bon, c'est vrai? On nous met en chat, Céline nous met que ça, le diapo n'arrive pas. Oh, merde. Attends, je refais. Je recommence. Mais a cappella, c'est très bien aussi, on Oui, arrive oui, à oui, suivre. oui. Mais bon, les diapos, c'est bien aussi, hein. J'ai envoyé à Célie directement. Oui. Alors, je l'ai fait sur le listing. Alors, tac, 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 insérer, joindre, hop, transférer. Théoriquement, ça devrait être passé. Oui, non? Ça va arriver peut-être. Oui. Là, c'était très fluide pour l'instant, ton discours. Bon, bah, je vais continuer. Vous passerez de mes jolis diapos. C'est pas bon. Alors, bref, ce que je vous montrais sur un magnifique graphique, c'était effectivement l'infléchissement de la courbe du nombre de traitements depuis 2017. Enfin, en pratique, 2017, ça a été l'explosion. On a été à un nombre record de nombre de traitements. Et depuis 2017, ça s'émousse un petit peu. Alors, il y a eu le Covid, mais pas que. Et finalement, on voit de moins en moins de patients avec l'hépatite C. Et ça rejoint parfaitement ce qu'on disait, c'est-à-dire que les patients qui restent à traiter sont hors du soin et en tout cas ne sont pas vus dans les centres hospitaliers et probablement plus vus dans les structures d'équipes mobiles et de petites sessions de micro-élimination. Euh, Quand on regarde le nombre de sérologies, en revanche, le nombre de sérologies explose dans les laboratoires et globalement, probablement que on détecte pas la bonne cible. C'est-à-dire qu'en fait, on explose en nombre de sérologies réalisées, ça a un coût.
Le coût, c'est 15 € à peu près par sérologie. Et puis, finalement, il faut faire 257 sérologies pour avoir un résultat positif. Donc, on peut bien imaginer aussi que, par exemple, les médecins de ville se lassent de réaliser des sérologies qui vont toujours être négatives. Et on va passer à côté du patient qui va être positif. Ton diapo est là. Ah, magnifique. Juste me Alors, dire à quel slide. alors, je suis... Alors, attendez. J'en suis à la 17. Merci. C'est parti. Voilà. Donc, suivante, c'est ce que je disais. Donc, l'erreur de cible, c'est que probablement, on dépiste toujours un petit peu les mêmes personnes, c'est-à-dire beaucoup de femmes en âge de procréer, parce qu'il y a le côté sérologie obligatoire, enfin, fortement recommandé au premier trimestre de la grossesse, et que la typologie actuelle des patients infectés, c'est plutôt les hommes après 50 ans. Donc, on en est toujours là. Donc, tout est dans la micro-élimination. Une fois de plus, je pense qu'Anaïs va aller dans mon sens. Et quand on regarde le constat numéro 3, c'est que la psychiatrie est le secteur oublié. Comme vous le savez, on a une prévalence qui est très élevée. Quand on regarde la diapo ici mise, qui m'a été envoyée par André Jean, on a globalement, quelles que soient les études, quels que soient les centres hospitaliers, une prévalence d'à peu près 5% de la population psychiatrique qui a une sérologie, je parle bien de sérologie, non pas d'ARN, positive. Et quand on regarde un autre travail qui a été fait, notamment par l'équipe de Benjamin Rolland et publié par Coralie Torres l'année dernière, c'est qu'ils ont regardé 2019, 2020 et 2021 en rétrospectif toutes les sérologies qui avaient été réalisées. Sur un total de 13 000 patients hospitalisés, 2 500 avaient été testés. Au final, je vous passe la cascade de soins, mais on atterrit à 15 patients ARN+. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, malgré tout ce qui a été dit, c'est que les patients dépistés n'avaient pas de facteur de risque. C'est-à-dire que quand on regardait la population qui était sérologie C négative, il y avait moins de patients avec un antécédent de toxicomanie et moins de patients qui avaient été incarcérés. Et donc, ça rejoint un petit peu l'étude de Barreau-Sepsi. Quand vous regardez le carré en rose, le pourcentage d'usagers ou ex-usagers de drogue parmi les traitements psychiatriques, parmi les patients psychiatriques, c'est que les patients qui avaient des troubles psychiatriques et qui étaient hospitalisés, ils n'étaient pas tous des usagers de drogue ou des ex-usagers de drogue. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment dépister tous les patients qui sont hospitalisés en psychiatrie et pas ceux qui ont un antécédent d'incarcération ou de facteur de risque d'usager de drogue. Donc ici, je vous ai remis l'expérience de Perpignan sur le centre hospitalier de Thuir. Et pour finir, au total, que sur les 100% de patients qui avaient été avec une charge virale détectée, tout s'était passé en RCP, 86% avaient été traités, 82% avaient été guéris. Donc vraiment, il faut profiter de ce passage en psychiatrie pour traiter, dépister et traiter ce type de patients. Alors, je ne reviens pas non plus ou très rapidement sur les propositions qui avaient été faites par la FEF, qui étaient le maintien de l'élimination comme objectif prioritaire de santé publique. Et puis, dernier passage, dernière ligne, c'était amélioration des stratégies de dépistage en ciblant davantage les populations à risque. Et ça, je pense qu'on en est tous intimement persuadés. Alors, un mot sur le projet FindC, parce que ça, franchement, c'est quand même un petit espoir dans cet univers un peu morose. Et je voulais vous parler de ce projet qui est un projet collaboratif entre l'industrie pharmaceutique, et pour ne pas les nommer Gilead, l'ANRS, et notamment la cohorte Hepater, les bases de données du SNDS en France et la CNAM. Et ce projet qui est encore à l'état de balbutiement, il est assez ambitieux parce que finalement, tout part d'un algorithme de dépistage pour essayer de sélectionner les patients à dépister qui a été testé et mis en place aux États-Unis, qui a été mis au point donc sur les données américaines, mais qui a été reformulé sur les besoins européens et qu'on va tester sur le SNDS pour voir si ça fonctionne. On va essayer de le valider sur la cohorte Hepater pour une mise à disposition gratuite pour la CNAM et on attend les premiers résultats pour 2027. Donc actuellement, ils en sont à essayer d'avoir
je crois qu'ils ont signé avec les données du SNDS pour commencer cette phase. Donc ça, je dois avouer que c'est une petite lumière quand même sur le dépistage, d'essayer de trouver les derniers patients. Encore une fois, faut-il que les patients soient connus par la CNAM, bien entendu. Et Alors, enfin, juste pour qu'on soit, là je me mets en tant que militant SOS oui, hépatite, ça veut dire ce système-là, pour que tout le monde comprenne bien, l'algorithme va, dans les données nationales, trouver des gens qui sont c'est à haut ça. risque d'hépatite C Oui, et va dire, il faut aller frapper à la porte de Madame Chombier, c'est elle a ça. probablement une hépatite C. C'est ça, c'est C'est bien ça, ça. hein. C'est ça. Et qui serait l'effecteur de ça? Ce CNAM. serait le médecin C'est la général, CNAM. le médecin traitant, ou ce Écoute, serait l'État qui je viendrait crois que dire, c'est la la patiente, CNAM. dépistez-vous? Je crois que c'est la CNAM. Alors après, je ne sais pas trop sur le point, tu vois, pratico-pratique. Je ne sais pas comment ça va être mis en place. Mais en tout cas, ce sont les données. C'est la CNAM qui va gérer tout ça parce qu'il y a évidemment l'histoire de la protection des données et compagnie. Et je pense que les gens vont ensuite recevoir un papier chez eux en disant, si vous voulez, faites-vous dépister. Parce qu'ils seront dans les D'accord. critères globaux, tu vois. Mm. De la même façon qu'on reçoit, faites votre bilan dentaire, faites votre Voilà, c'est exactement. Mais ça évitera de dispatcher à des patients qui n'ont pas de facteur de risque. Essayer de resserrer un peu les liens sur, par exemple, la CNAM a accès aux patients qui sont traités par substitution, tu vois, par Subutex ou par, Mm. tu vois, ne serait-ce que ça. Donc, si déjà ils envoient un papier à tous ces patients en disant, est-ce que vous avez déjà été testé, testez-vous, etc. Je pense que c'est pas idéal, mais ça, ce sera évidemment euh, avec la protection des données, sous respect de C'est toute la ça. législation, etc., quoi. On voit bien que c'est des sujets qui sont sensibles. Absolument, et que tout ça est un vaste programme qu'il faut faire à l'échelle nationale avec les bases de données françaises et surtout sous respect des patients, quoi, avec le respect des patients. Et alors, nous, on avait un slogan à SOS, et je pense que tu le partageras, que tu seras d'accord, c'est mieux cibler sans stigmatiser. Exactement. Et c'est pour ça que le fait que ça passe par la CNAM, c'est pas mal. D'accord. Tu vois, ça passe par la sécurité sociale. Donc, c'est la sécurité sociale qui fait des bilans, qui fait, tu vois, qui propose des bilans déjà tous les 2 ans. Enfin, tu peux faire un check-up complet, etc. Et les gens ne le savent pas. Donc, bon, à voir. Mais je trouvais que c'était pas mal. Et en tout cas, c'est bien construit. C'est-à-dire que l'algorithme, tu sais, ça va pas être très compliqué, hein. Globalement, ça va être l'âge, ça va être le sexe, ça va être les antécédents de toxicomanie qui vont être repérés sur l'usage ou pas de substitution. Je pense que c'est un peu ce genre de choses. Est-ce Ok. que ça ira plus loin que ça? Je ne sais pas. J'en sais pas plus pour l'instant. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. C'est franchement, si ça peut aller et ne pas être arrêté en cours de route parce que X problème, ce serait quand même une petite lueur d'espoir. Et puis bah, voilà, je voulais terminer sur l'hépatite B parce que vous savez que le vaccin, il existe depuis 1980, que l'élimination du VHB, elle était promise pour l'an 2000. Et bon, bah, c'est bien, on n'y est pas. Que, comme vous le savez, je ne vous refais pas l'histoire, il y a eu un gros échec de la vaccination des collégiens pour des raisons politico-politiques. Que heureusement, la vaccination est devenue obligatoire pour tous les nouveau-nés depuis 2018. Et au moins, il y a eu voilà, ce courage politique de rajouter le vaccin dans l'hexavalent, que la France poursuit son dépistage et la mise en place de mesures pour limiter la transmission materno-fétale. Et le dernier pas qui a été fait, c'était que l'hépatite B a été inclus dans l'IST test. Donc, vous le savez, on a le droit, entre 18 et 25 ans, d'aller faire des tests pour rechercher une IST. Et avec le chlamydier, le gonocoque, le VIH, il y a l'hépatite B. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire clairement que quand même, on n'a pas oublié l'hépatite B. Et je dois dire que quand on regarde en Europe ce qui se passe entre 2010 et 2019, vous voyez quand même qu'il y a moins d'hépatite aiguë B, qu'il y a moins d'hépatite chronique, moins de cirrhose, moins de morts par maladie hépatique virale B, et que le nombre de CHC a largement diminué. Et tout ça, c'est grâce à la vaccination et aussi au fait qu'on traite les malades qui ont besoin d'être traités. Voilà, j'en avais fini pour moi. Désolée pour les diapos qui sont arrivés en retard. Et je passe la parole à Anaïs.
Alors, est-ce que moi, je peux avoir mon diaporama? Voilà, donc, moi, je vais vous parler en tant que présidente de la Fédération des pôles et des réseaux hépatites. Et donc, j'ai eu des diapositives de Santé publique France par Cécile Brouard qui m'a donné les liens pour le site. Et donc, c'est juste un petit résumé sur l'activité de dépistage et de diagnostic de l'hépatite C avec une mise à jour récente. Sur les 10 dernières années, le nombre de tests anti-VHC a augmenté, autour de 5 millions de tests réalisés en France, quels que soient les secteurs publics, privés. Euh, la- le- le- Ces tests sont principalement réalisés majoritairement réalisés chez les femmes. Et quand on regarde la tranche d'âge, c'est entre 20 et 40 ans, ce qui correspond probablement au dépistage pendant les grossesses. Et donc, effectivement, on manque un peu le cœur de cible qui est plutôt l'âge plus tardif et plutôt les hommes. Euh, on peut passer la diapo d'après. Concernant le dépistage de l'ARN du VHC, il y a eu un pic en 2017, puis une diminution progressive du nombre de tests réalisés. Et là, on est plus concernant l'âge et le sexe dans la cible des patients. Et on peut comprendre que l'ARN du VHC est réalisé quand la sérologie C est positive, et donc chez des patients plus âgés et prédominance d'hommes. Diapositive suivante. Alors, concernant ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'échec de l'élimination en 2025 et donc notre nouvel objectif de 2030. Donc, nous avions eu un plan national de santé publique et un comité interministériel pour la santé qui avait mis en place un plan intitulé Priorité prévention, rester en bonne santé tout au long de sa vie pour la période 2018-2022, incluant des mesures spécifiques pour lutter contre l'hépatite C. Depuis cette date, il n'y a pas de nouveau plan français, mais la stratégie mondiale de l'OMS, c'est d'éliminer l'hépatite virale d'ici 2030. Alors, comment faire si nous n'avons pas de nouveau plan? Diapositive suivante. Enfin, on va devoir se débrouiller tout seul. L'AFEF fait beaucoup de lobbying et comme vous l'a montré Isabelle, a des recommandations pour atteindre cet objectif. Et concernant les autorités, on est un petit peu surpris que nous ne soyons pas associés en tant qu'hépatologues au comité de coordination régionale de la santé sexuelle, donc les CORES, qui sont les transformations des Corévi depuis le décret de 2024, mise en vigueur en 15 mars 2025. On peut passer la diapo d'après. Ces CORES doivent coordonner les acteurs locaux dans le dépistage et la prise en charge en santé sexuelle, contribuer à la qualité de la formation, veiller à l'harmonisation des pratiques professionnelles, organiser le recueil, la qualité et l'analyse des données régionales, participer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques territoriales. Donc, 5 grosses missions. Et dans les acteurs de ces CORES, nous avons des andrologues, des gynécologues, des dermatologues, des infectiologues, des acteurs de santé publique, mais aucun représentant des pathologies ou des pathogastro-entérologies. Diapositive suivante. Donc, nous avions avec Frédéric Chaffray envoyé un communiqué de presse en septembre 2025 alertant sur le fait que les pathologies étaient oubliées de la fiche de stratégie nationale de santé sexuelle et que nous en étions très inquiets et surpris, puisque les hépatites virales font partie de cette stratégie nationale en santé sexuelle. Donc, nous avons dénoncé qu'aucune société savante des pathologies, la FEF, la NGH, la SNFGE, les sociétés nationales françaises de gastro-entérologie, le CREG, ni la FPRH n'étaient associées au CORES. Et pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles informations. Diapositive suivante. Donc, les propositions de la FEF. Alors, puisque sur le plan politique, on est un petit peu seul,
Les propositions de la FEF, que je rappelle, c'était de maintenir cet objectif prioritaire d'élimination jusqu'en 2030 en ciblant les stratégies de dépistage, en faisant des campagnes de formation des médecins généralistes, puisque finalement l'ouverture aux médecins généralistes n'a pas atteint l'objectif, et on a en 2021 5% des médecins généralistes qui prescrivaient les antiviraux directs et à 72% des prescriptions qui étaient encore faites par les médecins hospitaliers, donc on n'a pas tout à fait atteint notre objectif. Le renforcement pour aller vers les populations à haut risque et l'inscription des antiviraux directs sur la liste en sus dans tous les établissements de santé publique, notamment dans les centres hospitaliers psychiatriques, puisque c'est un des problèmes, c'est que les traitements sont imputés au service de psychiatrie, sauf en Occitanie où l'ARS a accepté que les traitements soient pris en charge sans que ça passe dans les coûts du service hospitalier en question. Et donc, comme par miracle, ça marche mieux en Occitanie, le traitement des patients qui sont hospitalisés en psychiatrie. Donc, on voudrait que ce soit généralisé. Diapositive suivante. Alors, notre Fédération nationale des pôles de référence et réseau hépatite, le bureau est composé de moi en tant que présidente. Je suis aussi responsable du CELF de Cochin, de Frédéric Chaffray, qui est vice-président chargé de com et qui est responsable du CELF de Strasbourg. André-Jean Rémy, qui est donc vice-président et qui est, comme vous l'avez dit, à la NGH et au CELF de Perpignan, le docteur Gassam Riaki, qui est secrétaire du bureau au CELF de Rouen, et docteur Sophie Métisier, qui est trésorière CELF de Toulouse. Le conseil d'administration comprend des membres de la FEF, de la NGH, du Centre national de référence des hépatites, du CREC, des médecins généralistes, de SOS Hépatite Fédération, et comporte 16 services experts de lutte contre les hépatites virales. Notre secrétaire est Véronique Trochot. La suite, donc notre but, c'est une association qui est en fait une fille, un enfant de la FEF. Nous ne sommes pas du tout en concurrence, mais nous sommes complémentaires. Et elle est née en 1999 suite à la création des pôles de référence hépatite C. Et les objectifs étaient de rassembler l'essentiel des connaissances sur les hépatites C et B de manière générale, mais maintenant également sur les hépatopathies non virales et leurs conséquences, cirrhose et cancer. Diapositive suivante. Alors, nos projets, donc nous, on est en place depuis octobre 2024 et on a fait un projet de développement 2025-2030 sur les maladies chroniques du foie, enfin les maladies du foie en général, virales ou non. On a commencé par un nouveau logo que je vous ai mis à côté, avec un petit foie et FPRH et notre phrase d'attaque ensemble contre les maladies du foie. Un site internet dont voici l'adresse. On a donc eu un rendez-vous avec la DGS en avril 2025 pour positionner la FPRH sur les maladies du foie en général et donc rappeler que nous étions très intéressés par faire partie des CORES, sans beaucoup de retours jusqu'à présent. Nous avons discuté avec de nombreux industriels sur des projets et perspectives et nous avons aussi organisé des réunions de groupes de coordination des CELF et réseaux pour partager et converger ensemble et monter des projets de recherche. La suite. Donc voilà notre site. Voilà, vous pouvez aller vous mettre. Et donc l'un des cœurs de notre association, c'est d'essayer de coordonner l'action des CELF et des réseaux pour améliorer la prise en soin, comme dirait Frédéric, des patients. L'objectif principal, c'est de favoriser la coordination et l'échange des expériences et de pratiques des équipes et des CELF et des réseaux afin de dynamiser le réseau en vue d'aboutir aux objectifs d'élimination des hépatites virales en 2030, donc est pile poil dans le sujet du jour, et d'élargir également aux autres hépatopathies non virales. Et donc, ce qu'on veut, c'est partager les expériences qui fonctionnent. Ça ne sert à rien de travailler tout seul dans son coin. Si dans un autre CELF, il y a quelque chose qui fonctionne, bon, après, il faut l'adapter au contexte local, mais voilà. De trouver des leviers, des solutions pour résoudre et contourner les problèmes en groupe afin de gagner du temps. De permettre aux nouveaux venus dans les pôles et réseaux qu'on accueille volontiers de participer en apprenant plus rapidement. De créer ce groupe de travail et d'échange régulièrement afin de discuter régulièrement des actions à mettre en place. Éventuellement de faire une journée nationale un jour et de trouver des nouvelles idées de modalités d'action afin d'aboutir aux objectifs. Alors, nous avons proposé un sujet, enfin,
concernant le milieu psychiatrique, puisque c'est comme vous le disiez Isabelle, un des endroits où il y a des patients et éventuellement des difficultés à les traiter. Donc ce projet s'appelle FIB et Psy. L'objectif, c'est de dépister en milieu psychiatrique le VHC, la fibrose hépatique, mais en milieu psychiatrique spécifique, c'est-à-dire en CMP, puisque dans les CHU, le dépistage peut être fait, mais on imagine qu'il y a des patients qui sont sortis des CMP ou qui n'y sont jamais allés, des CHU, je veux dire, ou des centres hospitaliers psychiatriques qui n'y sont éventuellement jamais allés, qui sont suivis en CMP, et peut-être qu'il y a quand même un pool de patients là-bas, de traiter, s'il est dépisté évidemment, le VHC, et d'adresser les fibroses significatives aux hépatologues du coin pour que les prises en charge des autres maladies non virales soient prises en charge. Donc, c'est une étude pilote qui va être réalisée à partir de janvier 2026 dans le SELV d'Alsace, donc avec Frédéric Chaffray. La durée est de 6 mois. On a trouvé les CMP, enfin, on a cherché les CMP qui étaient autour du centre expert, dont la prévalence estimée du VHC a priori pourrait être élevée, et où le dépistage et les traitements n'ont pas été faits antérieurement. On a privilégié une équipe qui avait déjà tout le matériel, donc les TROD pour les 3 virus, parce qu'on va faire du dépistage des 3 virus, pas l'hépatite C, le dépistage de la fibrose avec le gène expert, avec le FibroScan mobile, et le gène expert qui sera fait si la sérologie C est positive. L'équipe mobile est formée, et donc ce projet devrait débuter en janvier 2026. Si on arrive à montrer que c'est efficient, qu'on arrive à dépister des patients, que ce soit pour le VHC ou la fibrose, il pourra être élargi aux autres CMP de France et de Navarre. Diapositive suivante. Pour un autre exemple d'action menée par la FPRH, on fait un certain nombre d'enquêtes flash pour avoir un peu des idées. Alors là, j'ai pas mis la diapositive, mais par exemple, quand il y avait eu la pénurie d'interférons pour le Delta, on avait eu des résultats assez rapides parce que les gens répondent vite. On pose des questions simples, 5 questions, les gens répondent, et on a fait un test, par exemple, sur les besoins inconsommables pour le dépistage du virus de l'hépatite C dans les différents SELV. Et voilà, on a eu en quelques jours, semaines, enfin, vraiment très court, 19 SELV qui ont répondu, et donc 9 qui nous ont dit qu'ils avaient besoin de dépistage, de matériel d'outils de dépistage, et on leur a posé la question sur le type de support ou d'outils dont ils pourraient bénéficier, enfin avoir besoin, et voilà, on a eu aussi des réponses assez rapides. Donc on est assez réactif sur des petites enquêtes qui peuvent déboucher après sur des demandes éventuellement de consommables, ce qu'on est en train d'essayer de faire via la FPRH. Diapositive suivante. Un autre projet en discussion, c'est Virolink. Donc, c'est une enquête qui vise à recueillir la façon dont chaque SELV collabore avec son service de virologie pour la transmission des sérologies des sérologies positives des hépatites B, D et C. Et pour le BD, savoir si un test réflexe est mis en place, par exemple. L'objectif serait d'identifier les stratégies mises en place localement. Et par exemple, à Montpellier, le service informatique un accès permettant de consulter en temps réel les dernières sérologies positives B et C identifiées à l'hôpital et qui n'étaient pas connues auparavant, ce qui aide à vérifier que les patients nouvellement dépistés sont bien pris en charge. Donc, le but de cette stratégie, c'est d'améliorer, bien entendu, les stratégies de dépistage et les parcours de soins. Concernant l'hépatite B, puisque dans le sujet, il y avait aussi les hépatites B, je vous ai mis, là encore, grâce à Santé publique France et Cécile Brouard, le taux de nombre de tests antigènes HBS réalisés en France entre 2014 et 2024, donc environ 500 millions, ou 5 millions, 500 millions, 5 millions de dépistages. Là encore, une prévalence féminine, et là encore, un dépistage qui se fait plus souvent entre 20 et 39 ans, donc pile poil au moment des grossesses.
À la diapositive suivante. Pour le delta, alors la bonne nouvelle du delta avec ces diapos, moi j'ai trouvé, il faut être positif, c'est qu'en 2014, on avait moins de 15 000 sérologies delta réalisées. Et en 2024, on en a plus de 35 000. Donc, il y a quand même peut-être un impact des politiques d'accompagnement, de rappel que quand on a l'antigène HBS, il faut dépister le delta. Peut-être une efficacité du test réflexe. En tout cas, voilà. Là, on a plus d'hommes que de femmes dépistées et plus dans la cible des 30-60 ans. Et donc, alors, globalement, c'est un peu plus d'hommes. Après, voilà, enfin, globalement, c'est à peu près... on a l'impression que pour le delta, le dépistage est peut-être un peu mieux ciblé que pour le C ou le B. Bon, c'est une impression, hein, je ne suis pas épidémiologiste. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis nous pourrons discuter de tout cela. On n'entend pas, Pascal? Toujours pas. Hop, et vous Voilà. non. Là, vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, on a donc 25 minutes pour reprendre cette discussion tous ensemble. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole et poser des questions. Moi, j'avais une petite question pratique. Quand tu parles de l'accès au traitement en milieu psychiatrique en Occitanie, il est du pouvoir de l'ARS dans une région de faire ça. Moi, j'étais persuadé qu'on était sur quelque chose de national, mais Ah ben, nous avons, alors justement, puisqu'on a longtemps, ça fait 1 an que l'on discute de ce projet de dépistage en milieu psychiatrique. André Jean a une expérience, il a déjà travaillé là-dessus à Perpignan, il a publié les papiers, etc. Et à Toulouse, Sophie Métivier a développé toute une structure aussi de dépistage en milieu psychiatrique et nous a assuré à 100% qu'en Occitanie, il n'y avait aucun problème pour avoir le traitement du VHC à l'hôpital psychiatrique. Alors, je vais compléter la réponse d'Anaïs, effectivement, mais ça a été du lobbying des pharmaciens et des hépatologues de Toulouse et de Perpignan-Tuire. Et on a obtenu, surtout, on leur a montré que ça n'allait pas faire déraper les budgets des CPAM, quoi. C'est quelques patients par an, mais c'est vraiment l'occasion quand ils sont enfermés, ou plus ou moins libres. Voilà. Donc, c'est l'ARS qui, oui, qui a dit à la CPAM, au CPAM, qu'elle pouvait prendre en charge sur leur budget à la manière de ce qui est fait pour les patients détenus. Parce que c'est vrai qu'on arrive à des aberrations, ce que dit d'ailleurs les psychiatres du GHU de Paris psychiatrique, c'est-à-dire qu'un patient est à Sainte-Anne 3 ans, il ne peut pas être traité. L'hôpital Sainte-Anne, il est 6 mois à la prison de la santé, il peut être traité. Et pour compléter, et quand on reprend les expériences, parce que là je ne vous ai pas montré les diapos pour faute de temps, etc. Mais quand on reprend la cascade de soins en psychiatrie, il y a des expériences où il y a du dépistage de fait, des sérologies positives, et les patients sortent de l'institution et finalement, assez peu sont capables, pour X raisons, de prendre le traitement après leur sortie. Donc, pour X raisons, on n'a pas les infos, mais et donc, profiter de leur hospitalisation en milieu psy où ils sont enfermés pendant quelques semaines, c'est quand même le moment idéal de les traiter. Parce qu'il y a de la perte, ça reste. il y a de la perte, même les patients dépistés. Même les patients, parce qu'il y a du dépistage, il y a de la sérologie. Après, l'autre problème, c'est d'aller faire la PCR. Donc ça, en général, c'est compris, c'est acté. Et après, le frein, c'est l'accès au traitement.
jusqu'à présent, sauf en Occitanie, les patients sortent, on peut leur proposer le traitement. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas, mais après, il y a des perdus de vue, il y a des gens qui sont non compliants, et on n'a pas de données. Voilà, donc on n'est pas largement pas à 100% en intention de traiter. Voilà. Pour ceux qui sont C'était sortis. Ça, c'était un des derniers grands freins qu'on avait en France et que tout le monde mettait en avant, la difficulté de traiter pendant les temps d'hospitalisation en psychiatrie et le temps de la poursuite du traitement. Aujourd'hui, on a l'impression, enfin, que les prescriptions possibles d'une délivrance de traitement par une infirmière qui passe tous les jours, ça peut être une réponse technique pour permettre la continuité des soins des patients. Encore faut-il qu'on ait repéré que le patient ne va pas forcément être compliant et qu'on puisse mettre en place ce dispositif. Mais c'est vrai que si si ça marche en Occitanie, il faut qu'on fasse du lobbying pour permettre cette généralisation-là au niveau national. Parce que c'est quand même un des freins majeurs pour l'accès aux patients psychiatriques. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça fait plus de 2 ans maintenant, ça fait quasiment 3 ans, non, André-Jean, Ah, que... la fête, au moins, oui, au moins plus, c'était même avant que le renouvellement. Moi, je dirais 4 à 5 ans. Ouais, C'était avec le même temps que le dossier FibroScan et maladie métabolique du foie. Mais je pense on peut se dire, oh non, c'est pas à l'ARS de le faire, mais si on attend un décret ministériel, je c'est pense qu'on ça. peut faire du lobbying ARS par ARS en leur fournissant comme on a fait sur l'Occitanie, pour leur montrer ça va pas être 200 patients par an qui vont être traités. Mais c'est vrai que il y a les patients qui pourront être traités durant leur hospitalisation en psychiatrie, et puis il y a ceux qui pourront en faire une partie Mm. pendant l'hospitalisation et une partie en extérieur, parce que les expériences qui ont été montées hors Occitanie ont montré ils ont dépisté, ils ont réussi à faire les ARN. Il y avait l'expérience qui avait été présentée au GIFOD sur un hôpital psychiatrique dans les Vosges. Aucun patient n'avait été traité. Mais juste, la question, c'est, en pratique, qui est monté au créneau chez toi en Occitanie? Les pharmaciens. D'accord. Et mais c'est quoi? C'est l'association des Non, pharmaciens? c'est les pharmaciens. Bon, ils sont pas nombreux, les pharmaciens des hôpitaux psychiatriques, hein, donc ils sont montrés Ah, c'est les pharmaciens des hôpitaux Ah oui, psychiatriques. oui, les D'accord. pharmaciens des hôpitaux psychiatriques. Les deux, Les peu. les deux. Les deux. Pharmaciens Bah, c'est plus facile comme ça. Les pharmaciens des PUI. Parce que le problème, c'est que si on veut reproduire à une échelle territoriale cette expérience, il faut que quelqu'un s'empare du projet. Eh Et ça n'a ben, pas été c'est fait. le pharmacien par exemple, de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Hein. Ouais. Mais alors, voilà, c'est ça. C'est que globalement, ça fait bon, donc, ce que je disais, hein, ça fait 3 4 ans que vous avez obtenu l'autorisation en Occitanie et c'est resté en Occitanie. Il n'y a pas eu d'autres régions pour lesquelles Parce ça a que été là, développé. on était resté sur l'idée que ça allait bouger au niveau des ministères, etc. Mais bon, comme on a Ah une oui, ça a bougé, oui. ça bouge, Bougé, mais ça a bon, voilà, bougé. c'est un peu de la pile. Et puis, toute Voilà. mesure Et pouvait apparaître, toute moi qui mesure connais bien apparaître le comme augmentant les dépenses publiques et voilà. classement vertical. Hein. Et moi qui connais bien le Sainte-Anne, puisque c'est notre service de psy, on est à 100 mètres et voilà, on hospitalise nos patients là-bas, entre autres. À Sainte-Anne, il y a déjà eu 2 problèmes. Il y a eu un nombre de sérologies de l'hépatite C réalisées, mais impressionnant. Et donc des patients qui pouvaient avoir à chaque hospitalisation, ils avaient leur sérologie C refaite et donc positive. Hein. Je parle Ah de oui, ceux qui oui, avaient oui. la sérologie C positive. Donc on refait Là la où ils ont perdu sérologie C. les anticorps. Donc, Oui. voilà, donc les anticorps, on savait très bien qu'ils étaient positifs. Hein, ça, il n'y avait pas de souci. Premier frein, ça a été de leur faire, quand c'est positif, l'ARN du VHC. Donc ça a été fait. Et après, Sainte-Anne, gros service de psychiatrie, hein, vraiment, je crois que c'est un des premiers en France. Ils n'ont pas possibilité de traiter leurs patients. Malgré tout le lobbying fait, etc., c'est niet. Non. Nada, non. Walou. Voilà. Et pourtant, maintenant, je veux dire, Ouais. et c'est compris, la sérologie C, quand elle est positive, ils font l'ARN. Quand l'ARN est positif, est fait. Quand l'ARN est positif, il faut traiter, tout le monde le sait, mais bam, frein. Frein. Voilà. C'est pour ça qu'on s'était dit, on va essayer de voir les patients, parce qu'à un moment, les patients sortent
de psychiatrie ont un suivi en CMP et on va essayer d'aller les rattraper dans les CMP, puisqu'ils n'ont pas été traités. Alors, sauf en Occitanie, ou en Occitanie, comme ils les traitent, voilà, finalement, le réservoir de patients encore positifs a diminué. Donc, eux, quand ils vont faire éventuellement des expériences en CMP, éventuellement, ils ont des résultats, enfin, très peu d'ARN positifs. Mais dans d'autres centres, comme chez nous, je pense qu'il y a encore des patients. Frédéric, tu voulais prendre la parole? Oui, je voulais dire, c'est le parfait exemple de choses où il faut agir coordonné, en fait. Parce qu'on a des expériences et pour que ça avance au niveau national, il faut arriver à se tirer ces expériences et les porter au national, mais pas tout seul, chacun de son côté, mais c'est vraiment toutes les structures là que vous êtes autour de la table. Il manque encore la FEF qui n'a pas pu venir à cette table ronde, mais avec la NRS pour pouvoir dire, voilà, il faut qu'on place encore les représentants de l'hépatologie avec les patients face aux politiques et leur dire voilà, il y a encore un certain nombre de sujets à porter qui sont importants. Il y a des expérimentations qui marchent bien, notamment celle-là sur l'Occitanie, sur la prise en charge des traitements. Et c'est un détail, mais je pense que c'est un bon détail pour avancer ensemble communément et porter ces messages-là pour que ça avance partout, parce que là, c'est de l'individuel. Tout le monde ne va pas aller voir ses ARS, en fait. C'est trop compliqué. Et il faut qu'on arrive à porter ça, vraiment identifier les personnes efficientes au niveau des ministères, de la DGS, de la DGOS, je ne sais pas, de la HAS, en fait, je ne sais pas, à la CNAM également, pour voir comment on vient à une réunion ensemble pour pouvoir avancer sur ces points-là et être efficient pour tout le monde. Et C'est juste, intéressant parce qu'à l'heure où les ARS sont mises à mal, c'est quand même un point positif pour les ARS. Et puis la deuxième chose pour moi qui est importante du côté du lobbying, c'est que un sujet politique qui est quand même très sensible, c'est l'équité d'accès aux soins en France. Et si on peut faire savoir et avoir une caisse de résonance sur le fait qu'en Occitanie on y arrive, on peut dénoncer qu'il y a une inégalité d'accès aux soins du coup en psychiatrie. Et ça, c'est complètement les messages politiques que peut faire SOS et puis tous ensemble, tous les gens qui voudront se joindre à nous pour dire qu'il y a une inégalité d'accès aux soins. et donc juste, je suis allée retrouver la diapositive là de l'expérience. Alors je crois que c'est dans les Vosges, hein, c'est je ne sais pas son prénom, Icole, ça a été publié dans l'Encéphale. C'est juste pour vous des chiffres, c'est 549 patients éligibles à un dépistage en psychiatrie, 142 refus de dépistage. Donc quand même, voilà, il y a un quart des patients qui ont refusé d'être dépistés. Chez les 407 patients qui ont été testés, 17 sérologies positives. Sur ces 17 sérologies positives, il y avait 9 PCR positives. Ils sont sortis d'hospitalisation puisqu'on ne pouvait pas les traiter. Chez les patients qui sont donc sortis d'hospitalisation, 4 sur ces 9 patients ont débuté le traitement. On a une RVS, un arrêt prématuré, 2 perdus de vue. Et sur les 5 autres patients qui n'ont pas été traités en sortie d'hospitalisation, ils ont été recontactés par leur médecin généraliste et aucun n'a débuté de traitement. Donc, dans la cascade de soins, il y a quand même plein d'écueils. Un quart de refus de dépistage, alors bon, c'est une expérience, voilà, donc c'est de l'éducation. Et 2, cette fameuse sortie d'hospitalisation où les patients, même recontactés, mais c'est toujours le problème des reconvocations, hein, on a eu des expériences de reconvocation, c'est que même reconvoqués, les patients ne s'approprient pas cette problématique. Voilà. Et même sur ceux qui ont débuté le traitement, sur 4 débuts de traitement, alors c'est pas des statistiques, il n'y a qu'une RVS démontrée. Donc 2 perdus de vue, peut-être qu'ils sont guéris, hein. Mais en intention de traiter, au final, 1 sur 9, c'est pas génial, hein. Oui. Ça veut dire qu'avec les projets FindSay, quand Madame Chombier, on va venir frapper à sa porte et lui dire qu'elle doit accéder aux soins, elle peut encore dire non. Oui. C'est-à-dire qu'il y a du refus de dépistage et il y a alors, des peurs, j'en sais rien. C'est une population éventuellement un peu particulière. Du difficulté même d'un traitement simple qui dure pas longtemps, pas d'effet secondaire, on a encore des difficultés à arriver au bout, hein, à la fin de la chaîne. C'est quand même très étonnant ce quart de refus. Moi, ça m'avait surpris quand il avait fait la présentation orale au GIFOD et il n'avait pas vraiment de réponse. Est-ce que c'est vraiment le patient? Est-ce que c'est l'équipe, etc. Parce que
c'est quand même des patients qui ont forcément un bilan sanguin à l'entrée pour l'initiation des traitements, pour être sûr qu'ils n'aient pas une contre-indication hépatique, métabolique, rénale. Donc, qui refusent le dépistage des hépatites virales, ça me paraît. Et, Nous, c'est pas notre expérience en tout cas, hein. il y a une vraie question aussi, parce que nous, à Strasbourg, on a, comme chez vous, souvent la reconvocation des patients qu'on a eu déjà par le passé. Et dans ces patients qu'on a reconvoqués avec une hépatite C non guérie, on en a une dizaine qui refusent de reprendre un traitement, en fait. Et ils ont, alors on se dit, mince, des fois, ils se peuvent être âgés, donc ils n'ont pas envie, mais non, ils ont la cinquantaine, en fait, pour des patients. Donc c'est une vraie question, déjà, donc, de dépister et d'avoir des gens qui refusent le dépistage, mais d'autres qui sont déjà dépistés et qui refusent encore, malheureusement, le traitement. Et ça arrive encore. Donc, en fait, il y a des petites niches comme ça à exploiter pour voir comment on peut arriver à convaincre ces gens. Parce que si on les a aussi et qu'on n'arrive pas à les traiter parce qu'ils ne veulent pas, je trouve que c'est quand même un problème. Bah, là encore, la FPRH avait fait un projet reconvoque national. C'était de la reconvocation de patients. On avait reconvoqué plus de 500 patients. Oui. Et finalement, il y a quand même 17% des patients qui n'ont pas voulu être traités. On a tout à fait cette expérience, hein. Il y a toujours un fond de patients qui reste sur des images de traitement. Puis en fait, ils vous disent, bah, j'ai jamais été traité, j'ai pas été plus mal, donc j'ai pas besoin. C'est toutes les... Voilà, il y a des configurations qui font que, mentales qui font qu'ils refuseront quoi qu'on fasse. Voilà. Et moi, dans ma pratique personnelle, où j'ai quand même, je ne sais pas combien de patients d'hépatite C j'ai vu et traités, je ne sais pas, c'est impossible, enfin beaucoup. J'ai 2 patients, seulement 2, qui ont refusé le traitement. Un monsieur égyptien qui est F3 et qui est complètement anti-traitement. C'est incompréhensible. Il n'y a aucun accès cérébral. Il ne veut pas. Et une dame très âgée qui a 90 ans et qui ne veut pas être traitée depuis 10 ans, parce qu'à l'époque, elle avait 80 ans. Elle a avancé un âge, elle a 90 ans et elle ne veut pas être traitée. En disant de toute façon qu'elle mourra de sa belle mort sans le traitement. Et voilà. Donc je n'insiste plus. Et voilà. Donc il y a un petit plafond de verre, même chez des gens qui sont qui sont suivis, qui connaissent le milieu hospitalier, qui viennent en consultation. Enfin, c'est pas le lambda qui est chez lui et qu'on va chercher et qui est pas du tout dans ce schéma-là. Mais il y a, voilà. Et je pense qu'il y a quand même un petit plafond de verre de gens qui refusent le traitement Oui. de façon assez irrationnelle. Notre expérience, bon, il y a le malade psychiatrique qui arrête tout, qui veut pas de traitement psychiatrique, qui veut pas de traitement quelle que soit la nature, qui refuse aussi bien les AAD que le tertian. Et on a eu 2 patients, et ça commence à faire un moment, qui voulaient pas être traités pour pas guérir parce qu'ils avaient l'AH au titre de l'hépatite C. Et donc, Alors moi, j'ai eu un ne pas se patient. retrouver de l'AH au RSA, et comme vous savez, ça fait une perte de revenus importante. Alors, il y Moi, a aussi la j'avais eu- peur effectivement de la guérison, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont l'hépatite C, c'est toute leur vie. Et finalement, le fait de guérir, il y a des patients qui ne viennent jamais pour avoir le résultat de la RVS. Ils font le traitement, mais ils ne veulent surtout pas savoir s'ils ont été guéris ou pas. Et il y a des représentations mentales qui font que toute leur vie, tous les échecs ou toutes les réussites de leur vie, ils ont tout mis sur le dos de l'hépatite C. Ne plus avoir d'hépatite C, ça les terrorise en fait. Bon, c'est comme ça. On nous rappelle sur le chat qu'il y a une fédération qui existe, une fédération des pharmaciens hospitaliers, Oui. et qu'il faut absolument les contacter et les mettre dans la boucle. Je crois que c'est une super idée pour tous les intervenants autour de la table. Je pense qu'il faut effectivement les aider à faire du lobbying. Moi, j'avais une question. Il nous reste quelques minutes pour Isabelle Rosa. Oui. Euh, je te pose la question et je t'explique après d'où elle vient. Est-ce que tu dirais que l'hépatite B est sous contrôle aujourd'hui en France? Alors pourquoi ma question? Parce que j'ai rencontré je ne vais pas dire des politiques, mais des gens de l'ARS au niveau régional, et il y a un dérapage verbal qui est en train de se faire au nom des ARS, où on voudrait nous faire avaler le concept qu'en France, l'hépatite B et l'hépatite C sont sous contrôle. Moi, je vois venir ça en tant que militant et je me dis, voilà, on n'arrivera pas à l'élimination en 2030, donc on veut nous dire,
fait, dites-nous que les hépatites B et les hépatites C sont sous contrôle en France. Je pense qu'il ne faut pas qu'on accepte ce dérapage linguistique. Et donc, du coup, j'ai envie de poser la question pour ouvrir le débat sur la conclusion à tous les trois. Est-ce que vous auriez l'impression que l'hépatite, on peut dire, est-ce qu'on doit dire et est-ce qu'on peut dire l'hépatite B et l'hépatite C sont sous contrôle? Alors, je pense pas, non. Effectivement, en fait, le nombre d'hépatites B aiguës, là, il y a une tendance à la hausse, hein, ces derniers mois, ces dernières années d'ailleurs. On s'aperçoit qu'il y a pas mal de jeunes gens qui sont passés entre la période où ils auraient dû être vaccinés au collège, qui n'ont pas été vaccinés, et il n'y a pas encore le rattrapage de la vaccination de 98. Mm. Et ceux-là, c'est notamment des personnes à risque, notamment dans le groupe chemsex, hépatite, homosexuels, etc., qui arrivent avec des hépatites B aiguës, ou des hépatites C aiguës d'ailleurs, parce que j'en vois quelques-unes, et qui sont typiquement dans la cible du non-contrôle. Ils n'ont pas été vaccinés, c'est des bombes virologiques à retardement. Il y a un pouvoir de dissémination des virus impressionnant. La deuxième chose, c'est que, alors là, vraiment, je ne voudrais pas stigmatiser du tout, ce n'est pas mon rôle, mais les populations migrantes euh, elles sont quand même assez pourvoyeuses d'hépatite B. On les voit à ma consultation, c'est quasiment que ça. Et notamment avec les patients immunotolérants, donc qui, pareil, avec une grosse charge virale. Et donc, enfin, faut faire quelque chose, quoi, quand même. On n'est pas sous contrôle. Non. Pour l'hépatite B, c'est sûr que non. Pour l'hépatite C, on est. Je peux pas dire qu'on soit sous contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, si on laisse les choses comme ça va remonter. Il y a On va avoir une deuxième vague. absolument. Voilà mon opinion. Et pour André, l'hépatite B, il y a quelque chose, alors il faut me dire si je me trompe, mais je crois que les nouvelles PrEP pour le VIH, enfin contre le VIH, n'auront plus le traitement, le tenofovir. Mm. Euh, c'est le cabot et ça marche pas sur la B. Oui, voilà. c'est le Et nombre de qu'il va y vaccins. avoir, il faut s'attendre à un peu de remous dans Sauf la Ouais, qu'on population. associe cette nouvelle PrEP avec une vaccination B, quoi. ouais. Faut espérer que Oui, mais c'est voilà. Mais en tout cas, la PrEP actuelle enfin, qui est quand même plutôt efficace sur le B, il risque d'y avoir une petite zone de turbulence au moment où ils vont changer leur mode de prépa, enfin, Ouais. la PrEP. Après, Et il ne faudra Anaïs, pas oublier le B, quoi, la vaccination. Anaïs, tu me dis si je me trompe, mais je suis pas. On a montré que la PrEP marchait sur le VHB? Non, mais on a un certain nombre de patients qui ont le B. Et avec la PrEP, il y a des gens, enfin moi j'ai des patients qui prennent la PrEP tous les jours au final. Oui, c'est ça. Oui, Donc ils à ont leur condition de la prendre traitement tous les non, jours. ils ont le traitement de l'hépatite B parce qu'ils ont l'hépatite B. C'est pas tellement pour la prévention, mais D'accord, il faut s'attendre dans l'épisode où le B ne serait pas contrôlé. Je crains que avec les modifications de PrEP, d'accord, d'accord. les médecins qui prescrivent la PrEP oublient qu'il y a le B, parce que souvent on oublie qu'il y a le B quand les gens ne sont pas suivis en hépato, et puis qu'il y a une petite remontée. D'accord. Parce que moi, j'ai un certain nombre de patients qui finalement prennent un traitement tous les jours de l'hépatite B, qui sont porteurs Ok, actifs. d'accord. C'était juste pour remettre les Et choses voilà. bien Voilà. au clair. D'accord. Alors, bien sûr que la vaccination est l'outil de référence, surtout dans les populations à risque. Ok. André-Jean, tu voulais dire un mot? Oui, on peut pas, évidemment, on peut pas être d'accord sur le contrôle de la B et de la C. La B, ben, il y a les populations non dépistées, donc notamment Mm. les migrants et les populations qui sont hors du soin. On le voit avec les patients qui s'adressent au PASS ou autres structures d'accès primaire aux soins. Et pour la C, il y a quand même des foyers de réinfection par les usagers de drogue qui fait qu'on ne peut pas. Voilà, si on reste sur les contaminations, on ne peut pas juste attendre que les patients transfusés décèdent d'autre chose. Il y a quand même un foyer qui, sous contrôle, non, il restera toujours de l'hépatite C, on va dire, avec une épidémie active. Je crois qu'il faut que tu On va conclure. Ça marche. En tout cas, merci, un grand merci à tous les trois et à tous les quatre, même à Yazdan qui est plus là, pour cette table ronde. Pour conclure, voilà, l'élimination pour 2030, ça va être compliqué. On est d'accord. On ne contrôle pas les épidémies d'hépatite B et d'hépatite C en France, même si on est bien Modèle. au niveau européen.
Et il faut continuer de s'impliquer dans cette démarche européenne et dans cette mondialisation de la lutte antivirale et d'utiliser, mais on ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas dire que c'est pas parce qu'on est des bons élèves qu'il ne faut pas faire. Et l'exemple type de ce qui se passe en Occitanie est, à mon avis, intéressant de dire il y a des expérimentations qu'il faut savoir nationaliser, qu'il faut reprendre au niveau national pour faire du lobbying et obtenir des choses qu'on demande depuis 4-5 ans. Donc, un grand merci à cette dynamique de passer du régional au national. Et on continuera, SOS Hépatite continuera de soutenir toutes ces actions qui amènent à l'accès aux soins et à l'harmonisation des soins pour tous sur le territoire.